Jean-Baptiste Léon de l'association Contribuables et Associés est mon invité pour cette deuxième partie de Périscope et vous arrivez avec ce petit ouvrage que j'ai entre les mains. On l'attend toujours avec impatience parce que bonnes histoires, c'est parfois un peu baroque, mais c'est quand même l'air du temps. C'est cette idée que l'argent public n'a pas d'odeur d'une certaine façon et qu'on peut le dépenser. Ça alimente aussi une thèse personnelle qui est de dire que ce qui est à tout le monde n'est à personne. Finalement, quand c'est l'argent des autres, quand c'est l'argent public, on le dépense sans compter. Alors, on va commencer par un tableau qui est celui de l'emploi et des dépenses dans le secteur des collectivités locales. Ce n'est pas de l'argent public qui est jeté par les fenêtres. On a besoin de collectivités locales, mais vous rappelez dans votre travail que les collectivités locales, c'est d'abord l'envolée des dépenses de personnel. La fonction publique territoriale elle compte presque 2 millions d'agents et les dépenses des administrations publiques locales, c'est 255 milliards d'euros. Il y a eu une augmentation extrêmement significative. Exponentielle. Oui, exponentielle au cours des dernières années. Comment ça s'explique, ça ? Ça s'explique par le développement de la décentralisation tout simplement en France et le recrutement à tout va d'agents du personnel, que ce soit dans les communes, surtout dans les communes et les intercommunalités. C'est là que le bas blesse. Ouais. Et évidemment pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui 95 ou 99% des communes sont rattachées aux intercommunalités. Alors on nous a vendu les intercommunalités comme étant l'alpha et l'oméga. L'intercommunalité allait nous permettre de faire des réductions de coûts. Des économies, oui, on mettait en commun, c'est ça. Exactement, et c'est tout le contraire qui se passe. On se rend compte qu'entre communes et intercommunalités, il y a des doublons, il y a des triplons de compétences. Et donc, effectivement, c'est pas comme ça que les dépenses peuvent diminuer, parce que les frais de personnel ont explosé, parce qu'on a énormément recruté depuis 15-20 ans, quoi. Alors, je vais maintenant en arriver à un exemple que j'ai trouvé particulièrement cocasse. Alors, ce serait drôle s'il ne s'agissait pas de l'argent public. Vous connaissez Amnéville, où se trouve Amnéville. C'est pas un immense territoire de montagne. On peut pas dire en Lorraine, oui, on est en Lorraine, c'est des plateaux moyens, et pourtant il y a une piste de ski. Il y a une piste de ski à Amnéville. Elle a été inaugurée en 2005. Elle a coûté 20 millions d'euros. Il y a 130 000 skieurs par an. Vous savez à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser à cette piste indoor, cette piste de ski qu'on a construite quelque part dans les Émirats Arabes Unis. La Cour des comptes a préconisé sa fermeture en 2016. Je ne sais pas si on a une image à montrer, mais c'est étonnant de voir à cet endroit-là une piste de ski. Qu'est-ce qui passe dans la tête des élus? C'est une piste de ski qui fait 300 mètres et qui est entièrement couverte. Alors c'est un maire assez emblématique, Monsieur Kiefer, je crois, de mémoire, à Amnéville, qui c'est vrai, a redressé, dans un premier temps en tout cas, sa ville après la crise de la sidérurgie, et qui a peut-être après a été assez mégalo et a construit des infrastructures dans tous les sens, des thermes, un cinéma gigantesque, une salle de spectacle qui aujourd'hui ne fait pas le plein, et donc cette fameuse piste de ski. Et du coup, tout ça, ça coûtait très cher. La municipalité est incapable de gérer ça. Ça coûtait vraiment beaucoup d'argent. Du coup, ce qui s'est passé très récemment, à savoir l'année dernière... 20 millions d'euros. Alors, j'ai une petite idée, j'imagine qu'Amnéville, c'est quoi? C'est 30-40 000 habitants. C'est moins, je crois. C'est moins. Bon, écoutez, c'est un budget de 40 à 50 millions d'euros par an, pas beaucoup plus, vraisemblablement. C'est les finances de la ville. Là, on est à une dépense de 20 millions d'euros. C'est-à-dire, pratiquement, c'est... entre 50 et 75% du budget annuel. C'est considérable. Considérable, comme vous le disiez. Mais attendez, j'ai juste une question derrière ça. Il n'y a jamais personne pour retenir la main de l'édile, pour prendre des décisions comme celle-là? C'est là que nous, contribuables associés et les contribuables, peuvent intervenir. La mission un petit peu de ce petit bouquin qui se veut ludique, didactique, avec des images, des dessins de presse, etc., c'est de faire passer un message. Vous le disiez tout à l'heure, on a souvent tendance à considérer que l'argent public, c'est l'argent des autres. Contribuable associé dit tout le contraire. L'argent public, c'est notre argent, c'est votre argent, c'est l'argent de tous les spectateurs de LCI qui nous regardent aujourd'hui. Donc, il y a un problème. Effectivement, parfois les élus font n'importe quoi, mais il y a un problème dans notre sens aussi, c'est que les Français doivent prendre conscience de ça. C'est tout bête. L'argent public, c'est notre argent, c'est tout bête. Ça fait 30 ans de contribuables associés le répètent, mais ça a du mal à rentrer dans le crâne de beaucoup de concitoyens. Alors, ce que nous qu'on fait, une de nos tâches, est d'essayer de générer un petit peu du mouvement au niveau local et donc susciter notamment la création d'associations de contribuables. Et peut-être stimuler aussi la prise de conscience. Exactement. Il y a beaucoup de choses qui passent, non mais pardon de le dire comme ça, il y a aussi beaucoup de choses qui passent comme une lettre à la poste. On crée des emplois parfois un peu inutiles, surabondants, des investissements qui n'ont pas lieu d'être. C'est vrai que il y a aussi, et je vais essayer de me placer à décharge si vous permettez, les ambitions des élus. On sait que pour être réélu, c'est bien d'avoir construit, comme vous le disiez, une grande salle de cinéma, une salle polyvalente, une salle de spectacle. Bon, on met la poussière sous le tapis et on attend que ça passe. Mais c'est vrai qu'il y a peu de contrôle, malheureusement.
Il y a peu de contrôle, puis c'est peut-être pas dans la mentalité française encore aujourd'hui. Moi, j'aurais tendance à croire aussi on est un pays on parle beaucoup de verticalité du pouvoir, on est un pays extrêmement jacobin. La décentralisation, on n'en est pas une parce qu'on voit que les collectivités locales sont extrêmement aidées financièrement par l'État. Donc il n'y a pas d'autonomie fiscale, il n'y a pas d'autonomie politique, il n'y a pas d'autonomie culturelle. Ça, c'est un vrai manque. Il faut revenir, le fameux principe de subsidiarité dont tout le monde parle, même au niveau européen. Il n'existe pas en France. Qu'est-ce que c'est la subsidiarité? Expliquez-le en gros, pour faire simple, c'est tout ce que l'État, tout ce qui peut être géré en dessous de l'État, au plus bas de l'échelle, doit être géré en bas de l'échelle. Et tout ce qui, en gros, le régalien. C'est une séparation, la subsidiarité. Voilà, soyons plus proches des gens. C'est une démocratie de proximité. Ça va de pair avec la démocratie directe, qui pour moi, alors, au niveau national, c'est un autre débat, mais au niveau local, serait très 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 bon. Par exemple, notre histoire d'Amnéville, s'il existait comme en Suisse, par exemple, un déclenchement automatique d'un référendum auprès des citoyens, un certain niveau de dépenses, voilà, ce genre de choses permettrait de bloquer des projets débiles, quoi. Et, on la voit cette piste, on la voit là à l'écran. C'est vrai que c'est pas une piste noire. Il n'y a pas beaucoup de monde sur la piste. Deuxième réflexion, elle fait 300 mètres, elle est totalement indoor. Bon, elle a été construite, on a dit, en 2005. On parlait encore assez peu de développement durable, mais là, franchement... les factures d'électricité étaient hallucinantes. La dépense d'énergie doit être absolument considérable. Bon, très bien. Deuxième exemple, alors qu'on a pris, puisqu'on est toujours dans les questions liées au développement durable, Anne Hidalgo, le maire de Paris, a fait d'ailleurs de la bonne santé, de l'air respirable, un des éléments fondateurs de sa politique municipale, le développement durable. Eh bien, vous dites qu'elle s'est rendue à Lima, c'est en Amérique du Sud, pour une cérémonie qui était la cérémonie d'attribution des Jeux Olympiques à la ville de Paris. Enfin, en réalité, c'était un duo, c'était Paris-Los Angeles. Ça a coûté 1,5 million d'euros. C'est le coût du voyage de la délégation française, 300 personnes. C'est la location d'un appareil. Un appareil est privatisé. Pardon ? Un Boeing. Un Boeing, bon, très bien. Alors, qui a payé ? Eh bien, le groupement d'intérêt public pour les JO, dont les finances proviennent à 50% d'argent public, de fonds publics. C'est ça ? Et c'est que le début, pour les Jeux Olympiques, on va tous passer à la caisse. On nous vend, comme chaque année, comme on l'a vendu en Grèce, on sait que ça ruine le pays. On nous l'a vendu à Londres, où je crois de mémoire, entre le budget prévisionnel et le budget final des JO de Londres, on a multiplié par 3 ou 4. On est passé de 3 à 12 milliards de livres. Voilà, on multiplié par 4, alors que les Britanniques ont une meilleure réputation de gestionnaire que nous. Donc je crois qu'il faut s'attendre à... Mais les revenus à Londres ont été de l'ordre de 19 milliards d'euros. Voilà. Donc il y a un solde positif. Il y a un solde positif, même si parfois on parle d'effet d'éviction, à savoir, on l'a vu pour l'Euro 2016, il y a des gens qui vont pas venir en France et à Paris en 2024 parce que dire mince, ça va être de la zone, je les prix vont monter, j'irai une autre fois. Alors on sait que sur ces grands événements, en général, on arrive à somme nulle. C'est très rare que l'organisateur fasse des bénéfices. Il y a eu Los Angeles en 84 par exemple. Ou en tout cas, ceux qui font des bénéfices ne sont pas nécessairement ceux qui ont payé. Voilà, exactement. C'est la nuance. Alors, on va dire 2 mots des ronds-points. Jean-Pierre Pernaut, c'est du journal de 13h sur TF1, avait suivi l'initiative que vous avez prise d'élire les ronds-points les plus laids, c'est ça ? Et les plus coûteux. Et les plus coûteux de France. Je vous propose de revenir dessus parce que là aussi, il y a eu un mouvement social en France. On a réclamé beaucoup de proximité, de services publics. Moi, je voudrais que l'argent soit prioritairement fléché vers les hôpitaux, les dispensaires, les équipements publics utiles. Les ronds-points, je ne suis pas certain que ce soit particulièrement efficace. En tout cas, c'est une conception de l'aménagement de l'espace. Nous voyons tout cela. 300 000 euros pour le 300 000, d'accord. Alors, le numéro 1, c'est Pontarlier. Le masque d'André Malraux, alors le coût c'est quoi ? 15 000 euros 15 000 euros pour le masque. 100 000 francs à l'époque, Oui, 100 000 francs à l'époque, qui a été élu dans le cadre de votre travail d'enquête. Par les internautes, Numéro 1. Bon, mais les ronds-points, ça peut aussi, ça correspond aussi à une certaine logique de l'aménagement de l'espace. Ça permet aux voitures de ne pas s'arrêter. On nous dit la plupart du temps, c'est mieux qu'un carrefour, c'est mieux qu'un feu. Donc il faut faire un choix aussi. Peut-être qu'il y en a trop, non ? Il y en a trop, on a le record du monde en France. On a près de 50 000. La moitié des ronds-points au monde sont quand même en France. Après, nous, on ne se prononce pas sur l'aménagement routier. Ah oui. Ah oui, quasiment, ouais. Et on ne se prononce pas sur la logique de l'aménagement routier. On constate juste que, parce que certains là, on a pris 2 cas, mais il y en a qui coûtent beaucoup plus cher. Certains coûtent 1,5 million. Et nous, on estime à contribuer associé que un rond-point, c'est un truc rond, les voitures tournent autour, il n'y a pas besoin de faire dans le folklore, quoi. Et surtout, encore une fois, financé par
par le contribuable. Bon. Dernier élément que je voulais voir avec vous, c'est le cas des fonctionnaires de l'Assemblée nationale. Alors, la situation de la fonction publique, tout le monde la connaît, mais là, on a une situation d'exception. Ça mérite un zoom, puisque les fonctionnaires de l'Assemblée nationale, ce sont des salaires qui sont 2,5 fois supérieurs à un poste équivalent dans la fonction publique. La fonction publique d'État, regardez, voilà les éléments de salaire. Les disparités de salaire avec, on a pris un exemple qui est celui d'un adjoint administratif. Dans la fonction publique d'État, on ne sait pas vraiment ce que c'est qu'un adjoint administratif, mais il a sans doute une fonction administrative. Dans la fonction publique d'État, c'est un revenu de 26 000, on va dire 27 000 euros bruts par an. À l'Assemblée nationale, c'est presque 68 000 euros. Qu'est-ce qui justifie un tel écart? Bonne question, et je vous dirais que je n'ai pas la réponse. Qu'est-ce qui justifie un tel écart? Beaucoup de gens essayent de le comprendre, et notamment même des députés. Il y a un député qui s'appelle Philippe Vigier, député de l'Eure-et-Loire, qui a essayé de comprendre tout ça. Et là, c'est pareil, c'est un peu l'énigme. Donc il a sorti un rapport. Alors, il y a un argument quand même, il y a un argument, parce que je me suis documenté avant l'émission, il y a un argument des présidents de l'Assemblée nationale qui dit en substance, nos agents peuvent travailler jour et nuit. Il y a des pics d'activité. C'est vrai que quand il y a des sessions parlementaires, on peut travailler jusqu'à 5 heures du matin. Il faut du personnel pour couvrir l'ensemble de la session. Les parlementaires ne siègent pas tout seuls en pleine nuit à l'Assemblée nationale. Il y a une fonction administrative derrière. Mais après, sur les primes de nuit, il semble avoir un problème, à savoir que certains fonctionnaires de l'Assemblée touchent des primes de nuit, même quand ils ne travaillent pas de nuit. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et justement, un député comme le député Vigier a essayé de mettre ça un petit peu au clair. Le problème, c'est que les fonctionnaires de l'Assemblée ne jouent absolument pas le jeu. Il a manqué énormément d'éléments et énormément de chiffres dans son rapport. C'est un petit peu le cas de Jean Arthuis il y a une vingtaine d'années, du temps où il était ministre des Finances de Jacques Chirac, qui a eu un mal fou pour avoir le montant des rémunérations des hauts fonctionnaires de Bercy. Il a fini par l'obtenir au bout de 6 mois et on lui a donné sur un papier entre guillemets autodestructible. Voilà. Bon. Alors si on compare avec nos voisins, vous savez qu'il faut toujours regarder ce qui se fait autour de chez nous. Quand on se compare avec les Allemands par exemple, eh bien, on voit que le coût de personnel de l'Assemblée nationale est 2 fois supérieur à celui du Bundestag, alors que notre Assemblée alors qu'elle emploie 2 fois moins d'agents. C'est quand même très étonnant, ça, non? Étonnant, oui et non. Je veux dire que cette comparaison avec l'Allemagne, on la retrouve dans d'autres secteurs. On la retrouve notamment dans les dépenses entre guillemets du château, de l'Élysée, par rapport aux dépenses de la chancelière allemande. Mais 2 fois plus de dépenses et 2 fois moins d'agents, ça fait un rapport, ça fait un ratio. Je me rappelais de la visite il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années, du roi Juan Carlos à l'époque d'Espagne. Lui et ses assistants avaient été extrêmement surpris de voir le décorum, l'apparat de l'Assemblée nationale avec les gardes républicains, etc. Pourtant, les Espagnols aiment l'apparat. Aiment l'apparat, mais ils avaient été extrêmement surpris. Ça ne se voit pas en Espagne, ça, par exemple. Donc, on a gardé cette côté de monarchie républicaine à la française et ça coûte effectivement très cher. Bon, vous l'avez envoyé aux parlementaires. Aux parlementaires. Vous l'envoyez à tout le monde. Au président, au Premier ministre, ils l'ont reçu, a priori. Bon, tout le monde l'a reçu. Voilà, elle arrive en courant. C'est Arlette Chabot. Pas du tout. Pas du tout. J'ai livré les coulisses aujourd'hui. Oui, absolument. Alors on parle de quoi? Vous allez me demander. André Berkoff, sosie Kemener de Nicolas Sarkozy. Il parle, il écrit, il est tout sauf abattu. Et puis version femme, si j'ose dire, eh bien on parlera évidemment de Brigitte Macron. Bien, merci beaucoup Arlette Chabot. Le débat, comme chaque jour, du lundi au vendredi à 17h sur LCI. Merci Jean-Baptiste Léon. Et donc c'est effectivement sur le site de Contribuables Associés, sur Amazon, vous pouvez vous procurer. Très bien, ou on peut aller sur le site Contribuables Associés. Merci à vous tous de votre fidélité à Periscope. Je vous donne rendez-vous lundi à 16h sur LCI.